Oh là là, mais je vais encore parler d'un film de super-héros sur ma chaîne, mais je ne parle que de ça. Oui, mais là, il est français, et pour le coup, il est pas au cinéma, mais j'avais quand même envie d'en parler. Je vais vous parler de comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal, le film sur Netflix avec Pio Marmaille, et avec d'autres acteurs français comme Benoît Poelvoorde aussi, Vela Maponce, Leila Bekti, Clovis Cornillac, bref, voilà, du beau monde, pour ce film de super-héros qui est donc sorti sur Netflix. Il devait sortir au cinéma, mais confinement, Covid, tout ça, ça a fait un peu flipper le prod et le distributeur, et finalement ils se sont dit qu'ils pouvaient le vendre à Netflix et avoir sûrement un retour sur investissement, et ne pas risquer une sortie en salle qui aurait pu provoquer un bid. Je sais ça de l'intérieur, pas trop, parce que j'ai juste acheté le... Hop là, il est là, j'ai tout cassé, le SoFilm, où ils en parlent, il y a un long interview dedans et tout ça. Donc si vous voulez vous renseigner sur le film, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je remets mon décor en place, excusez-moi. Hop là, voilà. C'est l'habitude des lives, finalement, on fait plus le montage, on est en mode impro. Donc, voilà, et donc, je vais toujours... voilà comment je suis devenu un super-héros. Le film, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? De quoi ça parle? On suit l'histoire d'Alex, il a un nom totalement franchouillard, il s'appelle Moreau, Alex Moreau, je crois. Donc un flic, qui est en fait qui a été un agent de liaison entre un groupe de super-héros, un trio de super-héros, parce qu'on est dans un monde où il y a des super, des gens qui ont des super pouvoirs. Pas tous les ont, c'est vraiment aléatoire, et ceux qui ont, ils ont des pouvoirs. Et apparemment, les pouvoirs se transmettent de génétique, d'enfants à parents et tout ça. Et donc, on suit un flic qui va commencer à enquêter sur des explosions, des dégâts faits par du feu, et on comprend assez vite qu'en fait c'est une drogue que des ados peuvent prendre, que des gens peuvent prendre, et qui peuvent utiliser les pouvoirs d'un mutant, non, justement, d'un super-héros qui avait un pouvoir de flamme pendant quelques minutes. Et donc il commence à y avoir des problèmes de pyromanie un peu partout, et de fil en aiguille, l'enquête, on va comprendre qu'en fait il y a peut-être un complot, ou quelqu'un qui est en train de prendre des super-héros pour les prendre et récupérer leur pouvoir sous la forme des petites drogues. Voilà, et donc on suit l'enquête, on est sur... ce qui m'a plu, en fait, c'est qu'on est, en fait, à la base, sur un polar. Et ça, je trouve que, finalement, ça correspond bien au cinéma français, et c'est une bonne manière d'inclure ce rapport super-héroïque qui est, soyons honnêtes, qui est un peu étrange pour notre culture, je veux dire, même s'il y a eu des super-héros français, les premiers super-héros apparemment seraient français, j'ai pas trop fait mes recherches, j'avais fait mes recherches à une époque, j'ai tout oublié, mais en tout cas, voilà, le super-héros en collant, enfin costume et tout, c'est plus un concept anglo-saxon, ça vient principalement des comics américains, donc on va dire que dans notre culture, ça tombe pas sous le sens, c'est pas évident, quoi. Et donc là, ils partent d'un postulat de polar à la base, de suivre un flic qui, dans son enquête, a affaire à ce rapport super-héroïque. Donc je pense que sur l'aspect polar du film, ça fonctionne plutôt bien. Il y a cette dynamique avec le flic désabusé et la fille qui débarque et qui est un peu plus droit dans ses bottes, et à la fois qui n'a pas les mêmes méthodes. Non, elle n'est pas droit dans ses bottes d'ailleurs. Voilà, elle n'a pas les mêmes méthodes, et elle est moins désabusée, désenchantée. Et donc il y a une espèce de dynamique entre eux qui s'oppose jusqu'à s'attirer. Enfin voilà, c'est des choses assez éculées, mais qui finalement fonctionnent bien. Les comédiens, les deux flics, ont une bonne alchimie. Je trouve que Pio Marmaille, il a quand même vraiment une dose de sympathie. Il n'y a rien à dire. C'est un acteur qui est très agréable à voir jouer. Et Vila Ponce aussi. Là en plus, elle a un physique où on la reconnaît pas nécessairement par rapport à ses rôles habituels, de par sa coiffure blonde aussi. Mais même, voilà, elle joue un rôle qu'elle n'a pas tant joué que ça. Donc tout cet aspect-là m'a pas mal plu. Et l'enquête, finalement, est plutôt bien faite. Voilà, on progresse, on découvre des éléments au fur et à mesure. Les ellipses, enfin pas les ellipses, mais les digressions, en tout cas les points de vue autres que les flics arrivent au bon moment pour faire évoluer, nous, notre perception de l'intrigue, et qu'on ait un espèce de retard ou d'avance sur les personnages de policiers. C'est plutôt bien fait. L'esthétisme de ça fonctionne aussi pas mal. Je trouve qu'on est sur une volonté d'un polar un peu grisâtre, un peu sombre, mais sans trop pousser le truc. Il y a même une mise en scène qui est assez... on est avec des caméras à l'épaule, on va suivre les gars, mais c'est pas du... Il y a un côté un peu immersif, et avec ce côté brut, détective un peu brut, un peu hard-boil. Et ça, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Et après, il y a le problème, ou en tout cas la difficulté d'introduire, ou en tout cas de merger à ça tout le délire super-héroïque. Alors, c'est là où on va rentrer dans là où je pense que le film fonctionne moins bien. Il y a un vrai problème
de lore, en tout cas de présentation du lore, ou de présentation de l'univers, en fait. Le film n'essaye pas, je trouve, de vraiment te présenter les choses frontalement au départ. C'est-à-dire qu'il aurait pu te faire une voix off en te disant dans les années 60, on a commencé à avoir des super pouvoirs qui ont apparu chez la population, et tu vois, te faire un résumé de pourquoi le monde est différent du nôtre. Parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'on part dans un monde qui est donc une uchronie, qui est notre version du monde, où il y a même les mêmes présentateurs télé, il y a Sofiane, là, le youtubeur qui fait des tops et des classements, qui présente des vidéos YouTube, donc on est dans une version alternative de notre réalité, mais avec des super-héros qui se baladent, ou des gens qui ont des super-pouvoirs. Donc le film évite de te le présenter de but en blanc comme ça, avec vraiment, je te fais limite une voix off, ou je t'explique, ou je sais pas. Et il fait le pari de réussir à te disséminer un peu les informations au fur et à mesure, pour que tu aies envie de découvrir ce monde en même temps, et que tu fasses un peu toi-même le regroupement sur comment c'est différent de notre réalité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais ça pose un problème, ce qui est que c'est pas assez riche, en fait, la manière dont on nous présente le monde. Donc il y a énormément de choses qui sont très très compliquées à appréhender, je trouve. Déjà, le nombre. Je veux dire, on n'a jamais de notion de combien de personnes dans la population ont des super-pouvoirs. Si c'est quelque chose de très très marginal, ou si c'est quelque chose de vraiment très commun. Et c'est très bizarre, parce qu'on a besoin un peu d'avoir ce rapport d'échelle. Je veux dire, souvent, dans X-Men, dès qu'ils parlent des mutants, on a tout de suite un chiffre. Quel pourcentage de la population est susceptible d'avoir des mutations ? Et ça crée aussi un sous-texte derrière qui est intéressant à exploiter. Là, on ne sait pas trop. Donc déjà, c'est problématique. Après, on a ce rapport aussi au pouvoir, comment ils sont gérés de manière quotidienne. On voit au début, il y a un gars, il pousse des poubelles avec un super pouvoir en poussant la poussette de son enfant. Alors, donc on a l'impression que les super pouvoirs, si tu les as, tu peux les utiliser, il n'y a pas de problème, machin. Mais à la fois, on comprend que si tu as des super pouvoirs, tu peux pas être flic, par exemple. Donc, tu vois, bon. Alors, c'est quoi, quel est le rapport que les gens ont avec les gens qui ont des super pouvoirs ? C'est très particulier. Et donc, il manque beaucoup de choses comme ça pour réussir à finalement ancrer cet univers dans le tangible, et de réussir à ce qu'on se pose pas de questions sur cet univers-là, et qu'on accepte les héros qu'on nous présente, qu'on accepte les péripéties, qu'on accepte les enjeux, parce que si on se pose pas de questions sur l'univers, si à un moment les questions sont répondues de manière, pas forcément in your face, mais que l'univers est assez cohérent et fonctionne par lui-même, on se pose pas toutes ces questions. Et c'est important, parce qu'en fait, on touche à l'univers geek, et mine de rien, un univers geek, c'est peut-être cliché de le dire, mais les geeks ont un rapport de rigoureux. C'est des gens rigoureux dans la création de l'univers. Enfin, je veux dire, vous prenez le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour rien que le mec décrit des trucs improbables de manière ultra précise. C'est parce que ça fait partie de cette culture-là, en fait. C'est comme ça qu'il l'a initié aussi. La culture geek est une culture où on aime. Il y a une forme où les choses doivent être rigoureusement faites. Et là, ça manque un peu de rigueur sur beaucoup d'aspects. Parce que, en effet, on les comprend pas. Je veux dire, il y a un personnage qui est magicien, qui permet de rendre les gens aveugles. On ne sait pas du tout si c'est lié à si sa magie est liée à son pouvoir, comment sa magie, son pouvoir fonctionne, pourquoi ils vont chercher ce gars-là. Il y a un truc où les héros ont pignon sur rue ou pas. Et est-ce que tous les gens qui ont des super pouvoirs sont des super-héros de fait ? Il y a un peu cette volonté de faire du The Boys par moment, avec une meuf au début qui fait une publicité et qui tord pour montrer qu'on utilise l'image des super-héros comme des stars, comme dans The Boys, mais encore une fois, sans connaître réellement le diaporama mondial de comment ça se passe. Dans The Boys, par exemple, c'est très bien fait, ça. On voit qu'il y a les Seven qui sont les 7 importants, et qu'après, dans chaque ville, il y a un certain nombre de super-héros qui peuvent exister, mais c'est très très peu, c'est très marginal comme phénomène, en fait. Et c'est très important d'avoir cette échelle-là, et là, elle n'y est pas, et c'est problématique. Et donc, quand, par exemple, débarque le fameux trio de super-héros, qui est donc Poulvord, Cornillac et Leila Bekti, le trio royal, ou un truc comme ça, là. Et là, d'un coup, t'y crois pas une seule seconde. Enfin, là, tu n'y crois pas du tout. Je veux dire, tu tombes sur 3 mecs en costume qui, sont chargés de je sais pas quoi, d'être des vigilantes, mais tu vois, t'as l'échelle, elle est improbable. Et là, ça tombe totalement dans le grotesque. Et en effet, le film a du mal à rendre ça cool, alors que ça devrait être, justement. Là, c'est comme si d'un coup, tu fais apparaître Batman. Enfin, tu vois, c'est ce moment où t'as les super-héros en costume qui débarquent. Et c'est là où le film tient le moins la route, en fait.
Alors après, le film commente un peu ça par le parcours du personnage principal, parce que bah il y a un moment, il y a un rapport avec un masque, et il voit pas... Enfin, il y a une symbolique qui existe avec ça, pour dire que finalement, les super-héros en costume, c'est pas comme ça qu'on perçoit l'héroïsme, et que l'héroïsme devrait exister et être perçu. Je pense que c'est un peu le discours du film, mais c'est moi qui extrapole un peu quelque chose, j'ai l'impression aussi. Voilà. Et donc c'est dommage, parce que on a l'impression qu'il a un peu peur, finalement, de cet aspect super-héros. En tout cas, il le force, alors que super-héros n'implique pas mec masqué en costume. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose d'obligatoire, en fait. Et tu aurais fait le même film, mais en enlevant ce rapport de gens costumés, avec des identités secrètes et tout ça, peut-être que ça aurait été plus intéressant, finalement, et qu'il y aurait eu moins de dichotomie entre l'enquête policière et les événements qui se passent, et les moments vraiment où il y a un super-héros qui débarque à l'écran, quoi. Et c'est regrettable, parce qu'il y a des belles choses, je veux dire, les effets spéciaux fonctionnent bien, dès qu'il y a des pouvoirs qui sont utilisés, bah c'est plutôt bien fait. Et bon, je pense qu'il y aura plein de choses en termes de cohérence à redire et tout ça, mais il y a un méchant qui a une thématique intéressante, en tout cas qui fonctionne plutôt bien sur l'idée, qui provoque les événements comme il faut. Euh, je veux dire, toute l'intrigue, en fait, fonctionne. C'est vraiment l'univers qui entoure tout ça, qui pour moi est bancal, et c'est vraiment... ça me fait un peu chier, parce que j'aurais kiffé que ce soit un poil mieux fait, ou en tout cas plus assumé. Et après, le film, malheureusement, raconte pas grand-chose en dehors de son intrigue. C'est aussi le problème, c'est que c'est intéressant, les super-héros, ça peut être, quand c'est bien utilisé, ça est utilisé pour raconter des trucs sur la société aussi. Enfin, c'est ça qui est aussi un peu intéressant. Je veux dire, vous prenez, voilà, enfin, n'importe quel film de super-héros, ça a quand même un... J'avais un gros exemple en tête. Bah non, mais X-Men, voilà, enfin, vous prenez X-Men, ce rapport au super-héroïsme et à l'homosexualité, à l'exclusion et aux mutations, enfin, c'est très très intéressant, parce que ça utilise les super-héros pour faire une allégorie d'autre chose, tout en racontant une histoire de super-héros. Et je pense que, globalement, le super-héroïsme aujourd'hui, vu que c'est un peu des mythes et des mythologies, c'est un peu nos mythes et nos mythologies actuelles. Voilà, Superman, c'est un mélange entre Jésus et Moïse. C'est aussi un rapport avec Hercule de la mythologie grecque. Enfin, Batman, c'est Zorro. Donc, ouais, enfin, c'est quand même des reprises de figures connues qui sont là pour colporter aussi des leçons, ou des théories, ou des sous-textes, finalement. Et là, je vois pas du tout quel sous-texte il y a par l'étude de ce rapport super-héroïque. Donc c'est un peu dommage. Voilà. C'est pas totalement abouti. C'est pas déméritant. Je veux dire, ça fait illusion. Il n'y a pas... l'esthétisme du film n'a pas à pâlir d'une concurrence autre. Vraiment, le film fait moderne. Vous pouvez le voir, il fait pas de cheap du tout. Mais l'enquête passe plutôt bien, donc il est plutôt fluide, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je trouve pas que ce soit un mauvais film pour autant. Mais c'est vrai que c'est un peu léger en termes de ce que ça pourrait raconter, et forcément, on en ressort un peu mitigé, quoi. On peut pas dire que c'est un grand film de super-héros. Je pense pas que ce soit le cas. Donc il y a un côté un peu ringard, quoi. Enfin, en fait, c'est ça le problème. Après, il le décrit aussi. Il dit que les super-héros sont un peu ringards. Enfin, il y a un peu ça, mais c'est pas vraiment assumé dans le discours, quoi. Et je trouve que la gestion des événements aussi, voilà, il y a une drogue qui apparaît, on comprend pas trop si c'est tout nouveau, si ça met du temps avant d'être vraiment compris. Les flics, ils sont là, ils ont un objet, ils comprennent pas ce que c'est, à la fois ils cherchent pas trop à savoir ce que c'est. Enfin, bon, il y a des petits trucs comme ça. C'est vraiment sur la gestion de l'univers, en fait, qui pose problème. Mais c'est dommage, parce que ça aurait pu être vraiment cool, et c'est juste sympa. Donc voilà, c'est mon avis sur comment je suis devenu un super-héros. Et ouais, c'est pas le meilleur titre de la planète, hein, quand même. Le titre est pas dingo. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les cocos, dans les cocos momentaires. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!